c'est la fée de la réalité. Si je le fais plus punch. Salut, c'est la fée de la réalité. J'ai bouffé les syllabes. Allez. Hey, c'est la fée de la réalité. Bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que tu as vu ce fameux film qui s'appelle L'aile ou la cuisse, où tu vois une usine qui fabrique des aliments avec des produits tout sauf naturels? C'est juste utopique, ça n'existera jamais. Tu te trompes. J'ai voulu vous parler d'un sujet croustillant. Et quand je dis croustillant, je pèse mes mots. Pour vous, non, c'est l'inverse. Pour vous, je fouille, je fouine et je vous trouve des petites pépites. En l'occurrence, c'est un joli petit livre. Oh, attends, faut que je l'attrape. Oh, le voilà. Du coup, le téléphone est en mode selfie. Je vous mettrai les infos dans la barre. Ta gueule. Nous sommes au pays de la gastronomie. Classé patrimoine immatériel de l'UNESCO, s'il vous plaît. C'est le pays du pain, du fromage, des escargots de Bourgogne, du bon vin, du pinard, du fromage, du pinard, des escargots, des cuisses de grenouille, du pain, du pinard, le pinard, le pinard. Partant de cet héritage culturel inégalé, nous sommes en droit de penser et d'exiger que nous ne mangeons pas, comme ces Américains, des barres d'huile et de sucre à longueur de jour. Et que, par conséquent, notre bonne vieille industrie qui approvisionne par camions entiers nos supermarchés, restaurateurs, y compris étoilés, boulangers, pâtissiers, cantines, restaurants universitaires, fast-food, ces bons patriotes de la bonne bouffe, on est en droit d'espérer qu'ils ont à cœur de prolonger cette bonne vieille fierté française de la gastronomie. Et que du coup, ils ont tendance à nous mettre moins de sucre, sel, moins de E125, E256, E440, dextrose, sulfite, aspartame, OGM, pesticides, huile hydrogénée, agents texturants, colorants et pesticides. Bon alors, je te vois venir. Oui, mais toi, t'es pas ingénieur agroalimentaire. Ouais, t'as raison. Ouais, je sors pas d'une école d'ingé. Quoique, je peux te faire une béchamel sans beurre. Nonobstant le fait que je ne sorte pas de cette école d'ingénieur, j'ai tout de même un super pouvoir. Je sais lire. Et au hasard de mes recherches, je suis tombée sur une petite pépite. Alors tu cherches le polar de l'été, le livre à suspense, haletant, stressant, qui te donne des frissons et qui t'empêche de dormir le soir, voire même qui te donne la gerbe. Déclasser les Stephen King et autres biographies de Nabila. Non, j'ai The Livre. Alors je te préviens, après cette vidéo, et même pire si tu lis le livre, ta façon de consommer va radicalement changer. Ton budget bouffe va littéralement exploser et tu vas peut-être même virer la piscine gonflable des gosses dans le jardin pour planter ton potager et construire une étable. Prêt pour le grand saut? Parlons de l'auteur. Il s'appelle Christophe Brusset, sorti d'une grande école d'ingénieur. Bon, le père et le grand-père étaient déjà un peu dans le milieu, donc à mon avis, c'est genre la vocation. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Docteur, Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de docteur? les sous. Ce livre retrace les 22 ans passés dans différentes boîtes dont il ne veut pas citer les noms. On peut comprendre, vu ce qu'il balance. En fait, le gars change de boîte, mais il fait toujours le même boulot. Il achète des matières premières partout dans le monde pour les revendre, soit transformer, mais pas toujours, à plusieurs types de prestataires, soit la grande distribution, soit les clients professionnels, comme les restaurants ou les cantines. Bref, ils arrosent le marché. Donc le gars achète des matières premières. Le gars nous dit quand même qu'il gagne entre 5 000 et 10 000 boules nettes par mois. Pour 10 000 boules nettes par mois, je te fais de la moussaka avec des vieux pneus. Hein. Je le disais, il donne pas le nom de marque, d'entreprise, pas de nom de grande distribution, mais en même temps, vu le temps qu'il a passé là-dedans, les quantités dont il parle le concernant, et le fait qu'il généralise, c'est-à-dire que ce qu'il a vécu lui, il t'explique clairement que c'est partout comme ça. Donc ça ne sert à rien de te dire que tu es passé entre les mailles du filet. Non. Alors commençons par le commencement. Bon, alors, si tu crois que l'industrie agroalimentaire, c'est... Chocolat irrésistible, raffiné, gourmand. À offrir ou à partager. On a un peu de boulot. Pas de chef, pas de laitière,
Pas de cuisinier non plus. Non, c'est plutôt genre un patron qui veut produire le plus possible avec un coût le moins important possible, des acheteurs qui parcourent le monde pour trouver des produits moins chers que les produits moins chers, et des rats de laboratoire au-dessus d'un chaudron. Tu te dis que j'exagère. Donc lui achète partout dans le monde des fruits, des légumes, des épices, de la viande, pour les revendre, transformer ou non, à la grande distribution. C'est-à-dire les Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, Métro, Promo Cash, qui eux-mêmes revendent aux particuliers, donc toi et moi, et aux professionnels. Les restaurateurs notamment. Il arrose le marché. Donc quand tu te dis, toi, que quand tu vas dans un restaurant pour manger des produits frais, de saison, nanana, c'est toujours mieux que quand tu achètes au supermarché, est-ce que tu sens pointer le vent de la déception là? Ouais. Dans son livre, on comprend qu'il a passé une bonne partie de sa carrière à acheter des épices. Donc dans l'achat et la revente du poivre, du paprika, ras el hanout, des herbes fraîches lyophilisées. Et on apprend qu'il est assez commun qu'il y ait des arrivages d'épices avec autre chose que des épices dedans. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec les épices. Des insectes, des déjections d'oiseaux, des poils d'animaux, des crottes de rats, des rats morts séchés. Et je sais que comme moi, en tant que Français, dont la gastronomie est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ton réflexe premier, c'est quoi ? Nord-est de l'Inde, le rat est un mets de choix pour les fêtes de fin d'année. Plus prisé que le poulet et le porc, il est vendu au même prix sur ce marché. Il aura une place de choix sur la table de fête. Ce bon vieux patron ne se déleste pas de 80 000 € de marchandises, sache-le. Son assurance va couvrir les dégâts liés au trajet. Par exemple, le frigo du camion tombe en panne. Ah là, ok. Par contre, si les produits arrivent d'OB, aucun remboursement de l'assurance. Attends, daubé en fait c'est un dérivé du mot daube, mais daube ça veut pas dire merde. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est très simple. 1. On mixe le paprika très fin, très fin. Du mini paprika, du paprikounet. On broie tout, les rats, les poils de rat, les crottes de rat. 2. On mélange le papri-rat avec du paprika sain. Enfin sain, sans rat, avec moins d'animaux morts dedans. Mais pourquoi? Mais oui, pourquoi, me diriez-vous? Quitte à être un bâtard de l'alimentaire, autant l'être jusqu'au bout. Non, ce n'est pas si simple. Les industriels sont quand même censés faire certains tests, des analyses. Vous savez, la santé du consommateur et toutes ces conneries là. Donc il faut faire des analyses pour prouver que le produit est sain. Enfin, entendons-nous bien sur le terme sain. La législation autorise 0,5% de matière étrangère. Donc on dilue avec autre chose, quelque chose qui n'a pas trop de matière étrangère. Et puis avec les crottes de rat, on pourrait retrouver de la salmonelle. Ça ferait moyen. Calcul. Si dans 100 kg de paprika, j'ai 500 g de crottes de rat. Je passe! Combien ça fait un petit pot de paprika qu'on achète en grande surface? 10 grammes? Donc ça veut dire que potentiellement je peux me retrouver avec 0,05 g de matière étrangère. Peut-être des crottes de rat. Donc ça fait quoi? Les mini crottes de rat, ça en fait 1 ou 2 par petit pot de paprika? Oh, ça va, t'es pas non plus obligé de vivre dans une chambre stérile, hein. Et ça va pas te tuer, hein. Des fois c'est pas toujours des crottes de rat, des crottes de pigeons aussi. Des larves. Et tu crois encore que le poivre vient de Cayenne, la graine de moutarde vient de Dijon, et que les herbes viennent de Provence? Bon, les grillons séchés dans les herbes, ok, mais ils seront pas à Carcassonne, hein? Dans le meilleur des cas, t'auras du vrai poivre, c'est vrai. Mais de Chine ou d'Inde. Dans le pire des cas, le mec nous dit qu'il récupère les cosses de poivre vides qui ont déjà été utilisées. Autant dire que ce poivre-là, il te filera pas l'hémorroïde. Et là, une question te brûle les lèvres. Mais du coup, ces industriels-là, ils arnaquent les grandes surfaces. En fait, c'est l'inverse. Ce sont plutôt les grandes surfaces qui mettent la pression aux industriels. Voyez-vous, les grandes marques vendent à un prix donné. Et qu'est-ce qu'il veut, monsieur Grande Surface? Il veut que sa marque distributeur, à lui, se vende plus que la grande marque. Car plus il vend sa marque à lui, plus il se fait de marge. Monsieur Grande Surface demande donc aux industriels de copier les produits de grande marque. Mais pas vraiment avec les mêmes ingrédients, parce que faut que ça coûte moins cher. Et il n'y a pas de cas de conscience sur la composition du produit, hein. Ils en ont rien à foutre, hein. La composition, l'apport calorique, le Nutri-Score, votre diabète naissant et votre capacité à ingurgiter du rat. Et ça marche pour n'importe quel produit. Je vous ai pris l'exemple du poivre, mais ça peut être le miel, les confitures, les céréales, la pâte à tartiner, les produits laitiers. Il nous dit:
La grande distribution a fait main basse sur l'industrie agroalimentaire. Les 5 enseignes françaises sont présentes partout dans le monde, de la Chine à l'Amérique, en passant par l'Afrique. Cette réussite a été financée par ces 20 dernières années avec un saignement à blanc des PME et une ponction indue du pouvoir d'achat des consommateurs. Bah oui, parce que ok, le miel de chez Bardouf ou chez Bebert, c'est pas cher, mais ça reste encore trop cher pour un sirop de glucose au colorant. T'es pas d'accord? Non. Quand les marques distributeurs copient les leaders, elles copient surtout ce qui se voit. Le résultat n'est généralement pas à la hauteur, essentiellement pour des raisons de savoir-faire, mais pas que. Le produit doit sembler équivalent, mais pour moins cher. Par exemple, Nutella, pour ne citer que lui. L'auteur doit copier le produit Nutella. Bon, comme tu le sais, Nutella, c'est seulement 13% de noisettes. Bon. Des noisettes, du lait écrémé, Nutella. Il en faut de l'énergie pour être un enfant. Déjà, tu sens que tu te fais arnaquer. Mais alors, la marque distributeur qui l'a fabriqué, la centrale d'achat voulait vraiment compresser les prix. Donc du coup, le truc le plus cher, genre les noisettes, bah 13%, d'oublier. On met que 10%, moins de cacao aussi, et moins de poudre de lait. Par contre, le sucre, allez-y les gars, no limit, open bar. Mais attends, c'est pas fini. Quelques mois plus tard, la centrale décide que c'est encore beaucoup trop cher. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah les mecs se creusent la tête, mais au bout d'un moment, faire une pâte à tartiner noisettes sans noisettes, c'est impossible. On se l'a dit, ils arrivent quand même à diminuer le taux de noisettes à 5%, ce qui fait qu'en fait, tu goûtes, ça a peu de noisettes. Mais, heureusement, il existe les arômes. Et puis du coup, comme on enlève des noisettes, il y a encore plus de place pour le sucre et l'huile. Moi, je pense qu'on devrait appeler ça huile à tartiner. Huitella. Vous baladez dans les rayons frais de votre super préféré. Il est 12h35 et c'est l'heure de déjeuner. Vous avez faim. Et dans les rayons, votre regard croise la photo d'un plat. Oui, un fondu de veau à la sauce Cantal. Une belle tranche de veau avec un magnifique morceau de Cantal qui vous fait saliver rien qu'en le voyant. Alors, pause. Arrêt sur image. Je vous conseille, dans un premier temps, de procéder à une rotation du produit pour regarder quels sont les ingrédients. Et là, vous risquez d'être surpris. Alors, qu'est-ce que c'est? Quoi? Hein? Bah, c'est pas marqué Cantal. Mais non, c'est marqué préparation fromagère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis bien contente que tu poses la question. Eh bien, figure-toi qu'on est capable de te vendre une sauce au Cantal sans Cantal. Selon ce qui est noté, la teneur en fromage, c'est plus ou moins du foutage de gueule. Par exemple, quand c'est marqué fondant de fromage ou préparation fromagère ou crème de fromage, eh bien, la matière sèche, c'est-à-dire ce qui reste une fois que toute l'eau a été enlevée, varie entre 40, qui n'est déjà pas beaucoup, et 20%. Pire, le fromage qui est vendu aux industriels pour faire les pizzas, tu sais, ce fameux râpé, ainsi que les fromages pour les gratins et ces belles sauces industrielles qu'on nous vend en poudre, eh bien, il y a 0 fromage dedans. Alors, on te vend une sauce au roquefort sans roquefort. Mais alors, ça ressemble au fromage, ça a l'odeur du fromage, ça a même le goût du fromage, mais tu me dis que c'est pas du fromage? C'est quoi alors? Essentiellement des déchets laitiers, des fonds de cuve, des reprises de fromages qui ont un goût insipide, les fromages de mauvaise qualité, les fromages invendus, les lots défectueux, défectueux à quel point, on sait pas trop, de l'eau, des additifs, plein, les sels de fonte par exemple, les polyphosphates, les orthophosphates. Non mais attends, on le verrait si c'était de l'eau, ça serait liquide. J'ai fait des cours de physique-chimie au collège. Tu as raison. Et pour ça, nos petits chimistes rajoutent des épaississants. Comme les E520, E521, 522 et 523. À base d'aluminium bien sûr. Ou bien des huiles hydrogénées, très nocives pour la santé. Mais si tu mets de l'eau, le produit est instable et du coup ça moisit, non? Right! Et c'est pour ça qu'on ajoute des conservateurs, toute la famille des E200. Mais ça sent le fromage, et puis ça a le goût du fromage aussi. Eh oui, c'est parce qu'on a mis des arômes. Si t'as de la chance, naturel, mais c'est souvent synthétique. C'est jaune, comme la mimolette. Ils ont rajouté les colorants. C'est la famille des E100, dont certains ont l'obligation d'étiqueter sur les paquets, je cite, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Ouais, effet indésirable, genre quoi?
sur l'activité et l'attention chez les enfants. C'est avant 11 ans ou après 3 ans et demi ou 14 mois peut-être. Du coup, les femmes enceintes, par contre, elles peuvent là. Tout ce qui vient d'être dit est applicable à tous les fromages vendus en grande surface. Au yaourt, aux crèmes dessert, crème fraîche, fromage blanc, tranche de fromage pour les croque-monsieur, fromage à tartiner, Madame Loïc. Tout. Seulement 5% des camemberts vendus en grande surface, voire même en France, sont au lait cru. Tous les autres sont à base de lait thermisé, stérilisé, ensemencé de manière artificielle. Et même si c'est marqué sur l'emballage, parfois dans le gratin au gruyère, il n'y a pas de gruyère. Je vous invite à faire l'exercice. Prenez donc 10 minutes, ouvrez votre frigo et regardez les ingrédients. Vous allez rire. On peut faire l'exercice ensemble si vous voulez. Bon, alors vous avez pas de chance, je n'ai pas de fromage, mais j'ai une sauce cocktail qu'on peut manger avec des crevettes. Alors, ingrédients. Sachez que le premier ingrédient de la liste est censé être celui qui est le plus représenté à l'intérieur de l'aliment. C'est-à-dire que la première chose que je vais lire, c'est la chose qu'il y a le plus en quantité dans ma sauce cocktail. Huile de colza, eau, concentré de tomate. Ah ben on en parle tout à l'heure justement. Restez, c'est intéressant. Vinaigre d'alcool, jaune d'œuf, sucre, armagnac, amidon modifié, colorant, extrait de paprika, anthocyane, sel, arôme. Arôme, on ne sait pas si c'est naturel ou de synthèse. Bon, celle-là, c'est pas trop mal, il n'y a pas trop de E. Des E trucs, E machin, et des noms à rallonge qui finissent en yom ou je trouve, ou fom ou fausse. Des trucs qui font peur, rien que le nom fait peur. Là, il n'y en a pas trop. Mais quand même, le fait que ce soit huile de colza et eau, les deux premiers ingrédients, c'est-à-dire les ingrédients principaux de ma sauce cocktail, de la payer 5 balles, ça fait mal au cul. C'est un sujet dont il est assez difficile de parler, les douleurs de l'anus. Parlons d'un sujet sensible dans l'agroalimentaire, la viande. Quand je te dis spanglero, cela te rappelle à ton bon souvenir de la viande de cheval dans tes lasagnes. Et ça te rappelle que même les plus grandes marques, celles qui ont un nom sur le marché, et bien même celles-ci, elles se foutent de ta gueule. Et vas-y que je te fais de la pub. Notre viande est issue de filières 100% françaises, 100% muscles, et que tu t'imagines dans ta petite tête de consommateur que les petits bœufs dans un champ immense, massés à la bière, nourris au grain, abattus dans de bonnes conditions sanitaires, avec la musique de la 5e symphonie de Mozart, avec des factures, de la traçabilité, des numéros de lot pour retrouver les consommateurs si jamais il y a un problème. Christophe nous en dit plus. Notre fameuse grosse centrale d'achat pour notre supermarché Je me fous de ta gueule veut vendre la copie conforme des lasagnes de chez Findus. Oui, mais pour 30% moins cher. L'industriel, alors, il fait un calcul dans sa tête. L'industriel, là, il réfléchit très fort. Alors, entre la matière première, le coût de production des machines, le salaire, mes amortissements, les marges arrière. Moi, au niveau de la marge, je suis à moins 12. Il va donc falloir trouver des matières premières encore moins chères que les produits moins chers que trouve déjà la grande marque. C'est cornélien. Et en même temps, on sait qu'il y a une filiale dans un pays très à l'est de l'Europe où on vendrait de la viande de bœuf 3 fois moins chère. Mais l'acheteur, c'est son boulot lui. Il achète de la viande de bœuf toute l'année. Il connaît les prix par cœur, sur le bout des doigts. Il va pas me faire croire qu'il savait pas que c'était pas du bœuf. Ou alors, c'était du bœuf qui était en train de sécher dans un abattoir en panne d'électricité depuis une semaine. Sans parler que quand on reçoit la marchandise, entre le bœuf et le cheval, c'est pas pareil. C'est pas la même couleur, c'est pas la même texture. Bref, Spanglero vend 550 tonnes de viande de cheval, de bœuf, à Tavola, filiale luxembourgeoise du français Comigel. C'est quoi cette manie d'avoir des filiales partout dans tous les pays là? Cette filiale va produire avec cette viande 4,5 millions de plats préparés pour de nombreux clients, dont des industriels et des distributeurs, dont Findus en Suède. Ah, parce que toi, tu crois que Findus, il a ses petites usines à lui, une petite usine pour les lasagnes, et puis il a sa petite usine pour les poissons panés, et puis il a sa petite usine pour les frites. C'est mignon comment tu réfléchis. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la viande passe par des frontières différentes, plus ce sera compliqué de remonter la filiale. À chaque fois que la viande passe une frontière, on a des factures avec une langue étrangère, le nom du produit change, bref, impossible de retrouver.
Sans parler du fait qu'il n'y ait pas de contrôle et de coopération européenne. Ben non. Ça sert à quoi l'Europe? Bon, après moi je suis ni inspecteur des douanes ni veto, donc si t'as envie d'en savoir plus, et peut-être mieux que tu lises le livre. Quand je te dis sauce, tu penses à quoi toi? Ah, la tomate, bien sûr. Ah, bah tiens d'ailleurs, sais-tu où est produite la tomate? Bah oui, elles sont cultivées où toutes ces tomates? En Provence? Ah bah non, je suis bête, ça suffirait pas pour le monde entier. En Italie? Non? Bah en Espagne? Ah non? Bah quand même pas en Afrique quand même! Surprenant, et pourtant, on apprend que le premier producteur mondial de tomates est la Chine. Alors, après avoir lu ce livre, j'hésite entre détester les Chinois ou simplement les admirer pour leur capacité à magouiller. Niveau pesticides, j'avoue que c'est souvent limite, hein. À tel point que même notre petit cri-cri, des fois, est obligé de détruire la marchandise. Ah oui, parce qu'il peut pas la rendre. Non, les Chinois reprennent pas. Non, tu t'achètes, tu gardes. Tu te démerdes. No SAV, no SAV. Ban SAV. One shot. Ah bah, si les denrées sont dangereuses, tu te démerdes. Je pense pouvoir dire que le pire, c'est le concentré de tomate. Il raconte qu'il reçoit le concentré de tomate dans des gros containers en métal. Seulement, là, depuis quelque temps, les containers qu'il reçoit, en fait, ils gondolent. Et puis des fois, le couvercle explose dans l'usine. Et puis il y a plein de concentrés de tomates qui giclent partout. Et le concentré qu'il y a dedans, il pue. Et littéralement, il pue. Il est marron même. Et au microscope, il y a des traces de levure et de moisissure. Et il y a des petits points noirs. Et il dit lui-même, on sait pas ce que c'est. Alors, bon, le mec, c'est un pro. Il sait très bien que les tomates qui sont dans ce concentré de tomates, c'était des tomates pourries. D'ailleurs, ça sent la tomate pourrie, ça goûte la tomate pourrie et du ketchup brûlé. Et pour cacher ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos petits Chinois? Ils ont monté le concentré de tomate à une très très haute température pour essayer de cramer toutes les moisissures. Et du coup, bah, tomate pourrie cramée. C'est moche et c'est dégueulasse. Mais attends! Non, parce que là, tu vas rire. Ah, si. Christophe, lui, il est vénère. Mais il est pas vénère parce que le concentré de tomate est pourri. Non, pour lui, ça, c'est pas un problème. Hein. Il a des marchés, des produits vers lesquels il sait très bien qu'il pourra refourguer sa merde. Non, lui, il a les boules. Lui, il a payé le prix du concentré de tomate pas pourri. Parce que le prix du concentré de tomate pourri, c'est pas ce qu'il a payé, lui. Il s'est fait arnaquer. Mais pas parce que c'est de la merde. Juste pour de la thune. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit quand c'est chinois, casse-toi. Sans vraiment qu'on sache d'où ça vient d'ailleurs. Eh bien, avec ce livre, comment dire, c'est pire. Le lait par exemple. Quoi le lait? Bah ouais, le lait contaminé à la mélamine. Ah mais quoi? Le truc pour faire le formica là? Le meuble? On a retrouvé dans des sucreries en Allemagne, mais également dans des biscuits de la marque Macao qui ont été distribués en France. Tu manges ça, tu chies des bibliothèques oranges. Le miel, ce produit noble par excellence, et la gelée royale. Oui, mais quand c'est chinois, vous le savez, le miel, c'est un antibiotique naturel. Produit par nos amis les abeilles. Mais les abeilles, et encore plus en Chine, elles disparaissent. Or, les Chinois sont les premiers exportateurs de miel. Cherchez le rat. Bah, c'était pas bizarre ce truc-là. Bah, c'est pas un truc qui cloche là. Eh bien parce que c'est pas du tout du miel. Enfin au début si, un petit peu. En fait ils ont commencé à le couper avec de l'eau. Le problème c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure pour le fromage, quand tu mets de l'eau, eh ben ça déstabilise le produit. Et du coup ça moisit. Et le miel qui était en attendant des containers sur le port, en plein soleil à Shanghai, eh ben il s'arrivait, il fermentait. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des antibiotiques de synthèse. Bah oui, normal. Comme ça, pas de moisissure. Seulement au bout d'un moment, le miel, tu manges ça, t'es encore plus dopé qu'un coureur du Tour de France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La France a coupé les frontières. Fini les produits chinois, soupçonnés d'être dopés presque systématiquement aux antibiotiques. Oui, enfin ça n'a pas duré longtemps, hein. 2004, réouverture. Bon là par contre on faisait un petit peu attention aux antibiotiques. Du coup bah ils ont fait autrement. Le miel c'est quoi? Bah c'est 40% de fructose et 30% de glucose. Deux produits que nous sommes capables de produire synthétiquement. Alors bah qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois? Hein? Bah ils en ont fait artificiellement tiens, avec des sucres exogènes, c'est-à-dire des sucres qui viennent de l'extérieur, pas du miel. Bah oui bah parce que ça coûte moins cher hein. Seulement au bout d'un moment quand on regarde le miel au microscope, on s'aperçoit que quoi? Bah qu'il n'y a pas de pollen dedans. Bah dans le miel il y a du pollen. D'ailleurs le pollen qu'on retrouve dedans, on l'analyse et on sait identifier de quelle plante il s'agit. Le miel de lavande par exemple, il est censé avoir au moins 30% de pollen de lavande.
Bon, évidemment, vous doutez bien que pour les Chinois, c'est pas un obstacle. Du coup, ils ont pris du pollen, ils en ont mis dans leur sucre. Alors, dire si t'es pas un technicien bac plus 18 d'Eurofins, tu te fais baiser, hein. Est-ce qu'en plus, les gars, ils mettent des colorants pour donner la couleur, et puis ils mettent des arômes aussi. Voilà. Ils sont forts. En France, on estimait que 10% du miel serait du miel frauduleux. Christophe, il dit beaucoup plus. Hein. Ouf, je peux remonter beaucoup plus haut. Bref, qu'est-ce qu'on fait donc? Eh ben, on arrête d'acheter du miel chinois. Non mais attends, moi j'achète pas de miel chinois. Hein. Fabriqué hors Union Européenne. Ah, c'est ça, chinois? Oui. Nous vendent des œufs de plein air comme si c'était les œufs les plus sains du monde. Oui, parce que vous comprenez, ces petites poules, elles sont à l'air libre, elles gambadent, les cuisseaux bien musclés. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en fait, les poules qui sont dehors comme ça, là, où est-ce qu'elles pondent? Oui, en plein air, on a compris. Tu te crois vraiment malin. Elles pondent dans leur déjection. Et niveau sanitaire, c'est très bof. Mais on nous prend pour des cons en nous faisant croire que c'est un label de qualité. Œufs de plein air. Sous-titre, œufs à la salmonelle. Restons dans l'univers des poules et des œufs. La Hollande, premier producteur européen d'œufs. Enfin, ça implique donc d'avoir des exploitations volaillères immenses, avec une promiscuité abominable. Et ces petites poules, elles sont attaquées par quoi? Le pou rouge, presque comme l'Indien, mais plus petit. Et donc on leur donne une bonne dose d'insecticide. Alors le truc, il te crame tout sur son passage, quoi. Le problème, c'est que ce fameux pesticide, il s'est retrouvé dans les œufs. Sale temps. Non mais t'inquiète, traçabilité, sûreté du consommateur, en France quoi. On les a tous bouffés et on n'en a jamais entendu parler. Et quand on est un petit malin, on arrive à produire de la confiture de fraises sans fraises. On mélange donc fructose, glucose, les deux ingrédients principaux de la confiture, de l'eau, toujours de l'eau, du jus de fruits rouges concentré, for the color, des akènes de fraises. Tu sais, c'est ces petits points que tu trouves sur les fraises. Et que les industriels du jus de fruits se débarrassent. Bah oui, parce que eux, ils le mettent pas dans leur jus. Et du coup, ils les jettent pas. Bah non, tout se vend. Ils les revendent à des petits malins qui font de la confiture de fraises sans fraises. Bah c'est bien joué quand même, hein. Parce que quand tu vois les petites graines de fraises là-dedans, hein, tu te dis c'est de la vraie, hein. Tu te dis c'est la fraise, obligé. Pas m'arnaquer, je vois les morceaux là, hein. Alors, je ne sais pas si tu étais comme moi, mais avant de lire ce livre, je raffolais des escargots de Bourgogne. C'est avec le beurre persillé, là. Une des spécialités de la gastronomie française d'ailleurs. L'escargot de Bourgogne. Oui, mais voilà, il est pas du tout, mais alors pas du tout, de Bourgogne. Et puis c'est même pas des escargots d'ailleurs. La chair vient de Turquie, dans le meilleur des cas. Sinon, ce sont des limaces indigestes, qui n'ont d'ailleurs pas le droit de s'appeler escargots. Ça arrive en bloc tout ça, congelé d'Indonésie. Le truc est foutu dans la coquille en Turquie. Le passage du livre sur le nettoyage des coquilles est assez cocasse. Je te laisse le découvrir. Hein. Et puis, envoyé en France. Là-bas, on te le badigeonne de beurre avec le persil, on te l'emballe, on te le congèle et on envoie ça dans les restos et les grandes surfaces. Et c'est même noté dessus, escargot de Bourgogne, travaillé en France. Bah oui, tu te rappelles pas? La petite étape du beurre dans le cul de l'escargot, c'était en France. Tu avais oublié, hein? Bon, je vais m'arrêter là. Je peux pas reprendre tous les exemples, il y en a tellement. Il y en a trop, beaucoup trop. Je vous conseille vivement d'acheter son livre pour ne plus jamais vous faire baiser. Parce que moi, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai l'impression de me faire niquer chaque fois que je passe les portiques d'une grande surface. Lisez les étiquettes. Privilégiez les aliments avec le moins d'ingrédients possible. Et si vous n'êtes pas capable d'identifier la composition, achetez pas. Privilégiez les morceaux entiers, pas les trucs broyés, mixés, moulus. Un produit qui est noble, un produit qui est beau, ne sera pas transformé. Il vous sera vendu et mis en avant tel quel. Dites-vous que tous les produits qui se retrouvent en purée, confiture, flocons, ce sont les trucs pourris qu'on a essayé de camoufler. On achète local, au pire national, mais on évite les produits exotiques. Je pense que vous avez saisi. On tente, si on a les moyens, le label bio AB, agriculture biologique. Selon ses dires, c'est à peu près le seul qui tienne la route parmi tous les labels. En sachant que l'Union Européenne autorise à peu près 400 pesticides, ce label AB n'en tolère que 50. Bon, c'est pas le mieux, mais c'est le moins pire. Et si vraiment on a envie de bouffer sa putain de pâte à tartiner ou ses chocolats forés aux cacahuètes, eh bien on achète la marque. Les marques distributeurs, vous l'aurez compris, ne sont pas vos amis.
Chose importante que je n'ai pas évoquée, mais je tenais quand même à vous préciser. Au niveau des dates limites de consommation, il est plutôt assez cynique là-dessus. Hein. N'achetez pas les trucs, les promos dernier jour avant qu'on jette. Non, surtout pas. Retenez, pour finir, que le budget bouffe, c'est un budget important. Vous acceptez bien de payer je ne sais plus combien pour vos paquets de clopes ou votre bouteille de whisky. Il va peut-être falloir juste se rendre à l'évidence. Bouffer, faut mettre un peu d'argent dedans. Il faut juste intégrer que payer quelques centimes de plus pour acheter un bon produit, c'est peut-être juste indispensable. Il est peut-être temps, enfin, de retourner voir nos petits producteurs et de leur acheter des produits qui ne sont pas transformés. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Si c'est le cas, tu peux liker. Si t'as le temps, tu peux t'abonner ou commenter. A très bientôt pour une nouvelle vidéo qui stimule ta tachycardie. Et bon appétit bien sûr.